La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Je suis très heureux, Thierry, de te recevoir dans ce podcast OVNI. On se quitte plus. On était ensemble hier soir à ta magnifique soirée sur une péniche avec 150 personnes, Jean-Noël Barrot, vos souscripteurs, plein de fonds partenaires. Tu vas nous raconter comment tu as réuni tous ces gens-là autour de toi et de ton associé Xavier pour votre fonds Wind. Et tu es au cœur de l'actu parce que vous annoncez donc un premier closing 90 millions, c'est ça ? Absolument, absolument. Et alors d'abord, oui, moi je suis très content d'être là, Arnaud, parce qu'en effet, on se suit depuis quelques années, à chaque fois en business angel, on investit, on co-investit, on s'est vu, et puis on se voit de plus en plus. Oui, on se pose plein de questions. C'est qui ton dépositaire ? Comment tu fais pour ton agrément AMF, etc. Exactement, puisqu'on s'est finalement de façon parallèle, on a essayé de créer un peu nos fonds un peu en même temps, et donc on s'est beaucoup suivi. Donc très sympa que tu sois venu en effet à notre soirée hier où en effet on a annoncé le premier closing du fonds, qui est le bon milestone en fait, parce que pendant 1 an et demi on bosse, on va voir les gens un par un pour aller chercher 100 000 euros par 100 000 euros, parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Hein. Au début, il n'y a pas un grand miracle de quelqu'un qui vous dit tiens, je vais te donner 20 millions quoi. Et puis tout ça finit par faire 90 millions, et ce qui nous semblait le bon chiffre puisque c'était à peu près notre objectif du premier closing. On a fait une jolie soirée hier. Ouais, génial. Et en fait, tu sais, c'est vraiment l'esprit de ce podcast. On en a parlé tous les deux il y a quelques semaines, d'arriver à décrypter comment ça se passe dans une société de gestion, les coulisses. Et en fait, c'est pour ça qu'on a commencé avec Mathieu par raconter les coulisses d'OVNI, par inviter des souscripteurs, par inviter des entrepreneurs qu'on a financés. Et en fait, on s'est dit, il y a plein de gens comme toi qui sont des amis, confrères, avec lesquels on co-investit, on se croise, on se pose plein de questions, parce que notre métier est technique et il y a plein d'interrogations qu'on a. Et donc, on fait une série qui sort, ça commence par toi, mais au cours de l'été, avec 5-6 confrères VC qui ont closé leurs fonds, qui viennent de faire des exits significatifs. Il y a donc Julien David Niltek d'Iris qui est venu parler de l'exit de l'UMAPS. Donc voilà, on espère que cette série-là d'épisodes plaira à tous les gens qui nous écoutent. Et peut-être juste pour revenir en arrière, avant de lancer ce fonds de 90 millions, 130 au closing final, c'est tout ce qu'on te souhaite. Toi, tu as un vrai parcours d'entrepreneur. C'est finalement aussi assez rare encore dans les sociétés de gestion françaises qu'il y ait des entrepreneurs aux commandes de leur société de gestion. Est-ce que tu veux rapidement te présenter et m'expliquer comment tu es arrivé à Wind en quelques minutes ? Absolument. Alors j'ai essayé de le faire rapidement, mais oui, c'est vrai qu'il y a peu de sociétés de gestion déjà qui sont entrepreneuriales elles-mêmes. Souvent les sociétés de gestion peuvent être des filiales de banque ou autres, donc déjà il y en a peu. Et puis il y en a peu dans lesquels les GP, donc les gens qui sont aux manettes de la société de commande, ont eu des expériences entrepreneuriales. C'est assez rare, c'est très fréquent aux États-Unis, c'est à peu près la moitié des sociétés de gestion. C'est beaucoup plus rare en Europe et spécifiquement en France. Donc en effet, oui, moi j'ai eu plutôt une vie d'entrepreneur jusqu'à ce que je me lance dans l'investissement avec mon associé Xavier, donc je vais souvent utiliser le première personne du pluriel parce que en fait avec Xavier on a eu des vies parallèles puisqu'on a quasiment tout fait ensemble depuis 25 ans. En fait quand on est sorti de l'école il y a maintenant un peu exactement 25 ans parce que c'était en 99. C'était en fait 99, c'était une période alors que beaucoup des auditeurs je pense ont pas forcément connu, mais qui était un peu similaire à peut-être 2020. Okay. C'est-à-dire finalement tout le monde se disait que le digital était en train d'arriver. Alors on était en début de cycle d'innovation. 2020 ça a plutôt été la fin du cycle d'innovation et je pense qu'on y reviendra. Mais 2000 ou 99 c'était le début du cycle d'innovation. Tout le monde voyait Internet et se disait mais en fait ça va, comme on dit aujourd'hui peut-être pour l'IA, ça va tout révolutionner quoi. À juste titre d'ailleurs. Et donc, dès qu'il y avait une petite start-up internet qui arrivait, un entrepreneur qui arrivait, tout de suite, les investisseurs, enfin, il y avait beaucoup moins d'investisseurs à l'époque, mais en tout cas, tous les gens qui avaient un peu d'argent ou quoi se disaient, mais c'est magique, ce truc va tout révolutionner. Et donc, moi, je suis sorti de l'école à ce moment-là, là-dedans. Ingénieur, donc tu as un background d'ingénieur, et après tu as doublé avec HEC, c'est ça ? Exactement. Moi, je suis ingénieur travaux publics, ESTP.
J'ai pas fait beaucoup de travaux publics, même si je pense que j'aurais aimé, mais bon, j'ai fait quelques stages et puis voilà. Ensuite, la vie a fait que j'ai fait autre chose et j'ai fait un master à HEC entrepreneur. Ok. Et donc arrive dans cette ambiance un peu alors dingue, il y avait pas grand monde qui était sur internet, voilà, mais enfin bon, dans ce petit milieu, tout le monde disait bah attends, je vais essayer de révolutionner, etc. Puis je me dis tiens, j'avais envie de faire un peu des questions-réponses sur internet. Je me disais finalement dès qu'on veut des questions, personne a la réponse. Enfin il y avait SVP à l'époque, bon, des trucs comme ça, mais enfin il y avait pas grand-chose. Je me dis on va essayer de faire ça. Puis j'ai essayé de chercher un associé parce que bah moi je savais pas coder. Donc comme souvent d'ailleurs, on dit bah tiens je vais essayer de chercher un complément. C'est le plus dur de trouver les CTO brillants ou quand tu es plutôt, comme tu dis, tech, sales, mais que tu n'as pas ce background-là. Bah, en tout cas, c'est toujours dur de trouver un associé. Et donc, en plus, là, il y a une contrainte de plus qui est de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, ce qu'on ne sait pas au début d'ailleurs, et puis quelqu'un qui a une compétence complémentaire. Ouais. Et vous deux, vous vous entendez particulièrement bien, parce qu'on en parlait juste avant de lancer le REC. Vous bossez depuis 25 ans ensemble. Exactement, on donc bosse c'est une depuis 25 ans. association Alors en fructueuse. fait, on était même 3 associés au tout début, puisque j'avais commencé avec Alban de Villeneuve, avec qui on était en stage ensemble, on s'entendait bien, mais on était moins complémentaires. Et puis on se disait, on a besoin de quelqu'un qui sache un peu coder, qui comprend un peu mieux la tech. Et puis au gré je cherche quelque chose. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait les First Tuesday, qui était on se rencontre entre entrepreneurs et on tombe sur Xavier, qui lui était en première année d'école d'ingénieur, donc il avait quand même 5 ans de moins que... Il a 5 ans, il a toujours d'ailleurs, 5 ans de moins que moi. Mais bon, à l'époque, comme j'en avais 25, ça faisait beaucoup plus grosse différence qu'aujourd'hui. Ouais. Et puis on s'est associés, voilà. Et avec Alban, au bout de 2 ans, on s'est séparés, plutôt en très bonne ambiance. D'ailleurs, il était là à notre soirée hier, j'étais à son mariage. Enfin, on s'entend toujours très bien, mais lui a préféré rejoindre les grands groupes. D'autres choses. Ouais. Où il est toujours d'ailleurs. Ouais, puis l'entrepreneuriat, c'était pas tant à la mode que ça il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus mainstream et on sent qu'il y a une génération de gens qui sortent de l'école et qui veulent être entrepreneurs. C'est clair que moi, dans ma promo d'HEC, je pense qu'il n'y en est que 2 à avoir entrepris. Dont Fabien Potentier d'ailleurs qui est bien connu dans le milieu et qui était actionnaire de ma première boîte et ensuite j'étais chez lui, mais voilà. Et là-dessus, moi ce qui m'a marqué dans nos différentes discussions, c'est que tu as eu un parcours très international très tôt. Et c'était pas non plus fréquent. Aujourd'hui, sur toutes les grandes écoles, tu as une année à l'étranger, etc. Toi, tu as fait San Francisco, Singapour, Shanghai, Bruxelles aussi, un passage. Ouais. Ça a toujours été une envie chez toi. Je voulais commencer ce podcast en disant Wind, moi, le nom me parle beaucoup. Je trouve que la marque est très belle. On discutait hier avec Claire Calmejane quand on partait ancienne de la Société Générale, direction de l'innovation, quand on quittait votre soirée. On disait le positionnement de la marque, etc., il est bien. Moi, j'aime cette citation qui dit « Il n'y a de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va », de Sénèque. Toi, tu as toujours su où tu voulais aller, ce que tu avais envie de faire. L'international, ça faisait partie vraiment de tes tripes. Tu avais envie de ça ? Ouais, sur l'international, ouais. Ouais, j'avais tout de suite eu envie de bouger. J'avais fait mon stage de fin d'études dans l'école d'ingénieur, donc c'était chez Bouygues en bâtiment en Indonésie. Donc j'étais ouvrier, mais le stage ouvrier, je l'ai fait en Indonésie. Excellent. Bon, voilà. J'avais toujours eu envie d'aller voir du pays, et donc je l'ai fait dès que j'ai pu, en fait. Ce qui est pas toujours évident, parce que quand tu montes ta boîte, par définition, la boîte, en plus, la startup avait pas trop bien marché, on s'était transformé en boîte de service, donc on faisait des sites web. On vendait des sites web en France, quoi. C'est-à-dire, j'en vendais pas trop en Chine et aux États-Unis. Donc, il y avait peu de chances de bouger. Puis c'est ensuite à la vente à Publicis, où là, du coup, j'étais dans un grand groupe et ça a été l'occasion de bouger. Ouais, tu m'as raconté une anecdote intéressante là-dessus sur Learnout, où c'est Maurice Lévy, c'est ça ? Ouais. Et ses équipes. Il y a toujours ce débat où 80% des entrepreneurs se font un peu avoir sur Learnout. Et vous, a priori, vous avez explosé les chiffres, ce qui faisait un earn-out assez conséquent, mais ils ont été hyper clean, ça s'est bien passé. Et ce que tu disais, c'est justement quand il y a une intégration qui se passe bien et que tu performes, justement pour le grand groupe, oui, c'est un gros earn-out, et à la fois, ça veut dire qu'il
ils ont bien investi leur argent et que ça crée de la valeur dans le groupe. Tu veux peut-être revenir sur le contexte de cette première boîte, comment vous arrivez à la vendre et ce qui est finalement est aussi la première étape de ton parcours de repeat entrepreneur jusqu'à investisseur aujourd'hui? Ouais, absolument. En plus, je pense que ça peut intéresser des gens. J'ai souvent cette question de la part d'entrepreneurs. Nous, on avait une boîte qui était une boîte, j'ai envie de dire, finalement, à la fin, au début, c'était une start-up en 2000. Et puis, bon, comme ça n'a pas très bien marché, etc., on a transformé ça en agence de com parce que finalement, ça savait faire des sites web. Donc, on a fait des sites web. Alors, à l'époque, c'était assez technologique de faire des sites web. Aujourd'hui, c'est plutôt de la com. Mais on avait fait le premier site e-commerce de Carrefour, le premier site de paiement en ligne des impôts. Voilà, on a fait beaucoup de choses comme ça. Et ça donnait une boîte où on était une centaine de personnes qui faisaient, je me souviens plus les chiffres exactement, entre 5 et 10 millions de chiffre d'affaires. Et puis, un EBIT raisonnable de l'ordre de 10%. Ok. Et puis on arrive en 2006 à peu près avec ça. Et à ce moment-là, le marché était en train de se consolider. C'est-à-dire que quand on a commencé en 2000, il y avait personne qui était sur Internet. Donc globalement, les grandes agences publicitaires, elles faisaient de la pub. Elles faisaient pas du web. 2006, naissance de Facebook, l'iPhone est lancé en 2007. Enfin voilà, on sent qu'il y a un truc qui bouge. Les grandes agences évidemment se disent faut pas qu'on loupe le virage. Ouais. Et donc toutes se sont mises à racheter des agences. Donc là, ça devient un peu irrationnel. C'est parce qu'ils rachètent pas que du chiffre d'affaires, ils rachètent aussi un positionnement stratégique. Ils rachètent un peu tout. Et là, c'est là qu'un truc important pour des entrepreneurs d'ailleurs. C'est important de monter sa boîte, c'est important de bien la développer. C'est vachement important de savoir la vendre. Parce que typiquement, nous, on l'a vendu, je pense, à un bon moment, qui était le moment où les grands groupes étaient tous en phase d'achat. Si on avait attendu 2 ans, les grands groupes, on les aurait retrouvés en concurrence. Et ils auraient racheté des boîtes qui étaient nos concurrents, donc qui n'étaient pas non plus nuls. Et donc, la concurrence aurait été plus dure. Je ne dis pas que ça n'aurait pas marché, mais ça aurait été plus dur. Et comment tu le sens, ça ? C'est ta présence sur le terrain, parce que justement, tu avais déjà ces contacts avec ces grands groupes, c'est tes clients. Comment tu as ce feeling, cette intuition de te dire c'est le bon moment de vendre ? Ah, tu sens que tes clients, tu vois, nous on avait plutôt des clients grands groupes qui étaient chez nous alors qu'on était une toute petite agence parce qu'on faisait un métier émergent. Mais on sentait que nos clients ils commençaient à dire oui, mais là bon maintenant ça devient important. Est-ce que vous avez les épaules ? Tu vois, tu fais le site en ligne des impôts. À l'époque, ils pouvaient confier ça à une boîte de 10 personnes parce que de toute façon, personne ne savait en faire. Aujourd'hui, je pense que si tu veux faire le site de paiement en ligne de Bercy, si tu t'appelles pas Capgemini ou Accenture, c'est pas la peine. Et donc, on sentait que nos clients commençaient à dire oui, mais bon, quand même, le digital, là, c'est important. Et vous, il est un peu petit. Et puis nous, on a des accords cadres avec des publicistes, des gens comme ça. Okay. Donc, tu le sens chez tes clients. Tu sens les grands groupes que tu finis par avoir en concurrence aussi un petit peu. Tu sens qu'ils rachètent d'autres trucs. Enfin, tu vois, il y a tout un... Bref, du coup, on se met dans la logique de vente. Enfin, c'est eux qui nous appellent, hein, d'ailleurs. Donc, ils nous appellent. Et puis, bon, j'avais détaillé ça sur LinkedIn il y a quelques semaines. Bon, il y a eu quelques péripéties. On a eu 2 offres qui finalement n'ont pas abouti. Et puis, la troisième aboutit. Et en effet, on vend la boîte à Publicis. Avec un schéma de vente assez simple. En fait, ils nous achètent en multiple de l'EBIT. Donc, on prend l'EBIT qu'on a, puis on se dit, bah voilà, on va mettre un multiple. On va vous payer la moitié tout de suite sur la base de ce multiple. Et puis l'autre moitié, on va la payer dans 3 ans sur la base, enfin toujours avec le même multiple, mais sur la base de l'EBIT que vous ferez dans 3 ans. Et c'est là où vous avez surperformé. Et on a multiplié l'EBIT par plus de 10 en 3 ans. Grâce aux synergies avec Publicis. Grâce aux synergies avec Publicis. Vous êtes resté à faire le job comme il faut. Ouais, ça s'est hyper bien passé chez Publicis. On s'est hyper bien entendu de tous les côtés. Et donc, du coup, la boîte, elle a très bien grandi. Et elle a grandi non seulement en taille, en chiffre d'affaires, mais aussi en EBIT à la fin, en résultat. Donc, comme je te dis, on a multiplié par à peu près 10 l'EBIT. Et comme on était payé en multiples, voilà. Donc ils ont payé beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient initialement prévu. Je pense qu'ils en sont très contents quand même. Très clair. Non, mais écoute, c'est vrai que tu m'avais raconté cette anecdote et c'est intéressant de la partager à un plus grand nombre d'entrepreneurs qui écoutent. Et donc, après... deuxième expérience entrepreneuriale, Atelier Cologne, c'est ça ? Oui, en Asie, mais rien à voir, non ? Là, c'est virage à 180 degrés, non ? Oui, alors c'est pas tout à fait à 180 degrés parce qu'il se passe quand même un petit peu de trucs entre-temps, c'est-à-dire que donc on vend à Publicis, pendant 3 ans on est chez Publicis France de fait, et on s'occupe de la partie digitale qui alors du coup prenait de l'ampleur. Quand on est arrivé c'était rien du tout, 3 ans après le digital commençait déjà à devenir significatif, et puis au bout de 3 ans avec Xavier, globalement nous on se voit
On a adoré l'expérience chez Publicis, mais on se voit pas être dans un grand groupe à essayer de monter les échelons. Voilà, c'est pas notre ADN. Et donc, globalement, on est plutôt sur le point de dire au revoir, merci, c'était super. On va passer les clés de la boîte à quelqu'un d'autre qui va faire la transition. Et puis super chouette. Puis on a cette discussion avec Maurice Lévy qui nous dit mais attendez, ça va quand même pas se passer comme ça avec tout ce qu'on vous a donné. Et puis on s'entend bien. Est-ce que ça vous dirait d'aller vous occuper de l'Asie pour votre entité, donc qui était la partie digitale de Publicis. Et comme back à ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'avais quand même assez envie d'aller voyager un peu. Donc c'était une super opportunité. Y aller finalement avec Publicis à la place d'y aller tout seul avec son sac à dos, c'est quand même beaucoup plus confortable. Publicis en Asie, c'est une grosse boutique, il y a quasiment 20 000 employés, donc c'est déjà bien installé dans tous les pays. J'en discute avec ma femme qui travaille chez Renault, et elle en parle à Renault, et Renault lui dit écoute, si tu vas en Asie, nous franchement on a un poste pour toi parce qu'on est en train d'essayer de se développer en Chine, donc vas-y. Et donc on part tous les deux. C'est marrant, donc tu en discutes avec ta femme, on en parlait hors caméra. Vous échangez, boulot, elle est un peu dans les mêmes univers que nous, pas du tout. Comment justement tu construis un peu cette carrière d'entrepreneur et l'équilibre familial, parce que ça veut dire aussi déménager avec les enfants. Comment toi t'es arrivé à conjuguer tout ça avec en plus du sport, on en a parlé un peu de façon intensive, Ironman, etc. Enfin, j'ai l'impression que tu es derrière ce côté force tranquille de Thierry Van de Waal, tu as quand même une énergie, un côté hyper actif. Comment tu fais pour combiner tout ça et garder tes équilibres, voilà, et bouger en Asie à ce moment-là, parce que c'est un équilibre que tu bouscules aussi, familial. On a bousculé tout l'équilibre, mais je pense que d'abord Françoise, donc ma femme, est incroyable et je pense qu'elle avait les mêmes envies globalement. Okay. Donc ça tombait bien. À l'époque, on n'avait pas d'enfants. D'accord. Ce qui quand même facilite les choses parce qu'on était libre en fait. Il n'y avait pas de sujet. La quarantaine donc à peu près. On avait plutôt 35 okay. ans, un peu moins. Donc il y avait l'envie des deux côtés. Il y avait quand même un sujet de carrière parce que elle avait sa carrière. On n'est pas tout à fait dans les mêmes univers. Elle est vraiment à l'ingénierie chez Renault. Okay. Donc, tu vois, plutôt grand groupe et plutôt côté vraiment ingénierie. Donc, c'était quand même assez différent. Et, mais à partir du moment où elle a pu ne pas mettre entre parenthèses sa carrière, ouais. Du coup, on est parti. Alors, c'était d'autant plus compliqué quand même qu'on n'avait pas d'enfant à l'époque. Mais quand on est parti spécifiquement, elle était à 8 mois de grossesse. Okay. Donc, on a fait un petit détour par Singapour. Okay. Parce que c'était plus facile d'accoucher en anglais qu'en chinois, globalement. Et donc, on est resté une petite année à Singapour avant d'aller en Chine. Avant d'aller en Chine, okay. Voilà. Ce qui était... Bon, Publicis, c'était globalement partout en Asie. Donc, en fait, ils s'en fichaient un peu que je sois à Singapour ou à Shanghai. Et donc, cette parenthèse, Asie, elle dure combien de temps et raconte un peu... justement, atelier Cologne, tu pars d'où? Où est-ce que tu arrives? Et après, comme ça, on pourra ouvrir la partie carrière VC. Investissement, ouais. Du coup, Asie, on arrive 2010, c'est okay. Ça. Moi, à ce moment-là, je pas tout de suite atelier Cologne. Pendant 2-3 ans, c'est Publicis Asie, sur laquelle on fait 20 acquisitions. Donc, on passe notre temps à faire des acquisitions en Corée, en Inde, en Chine, aux Philippines, enfin et donc, partout. Tu rachètes des petites agences locales, exactement. Des briques techno, et ton but c'est de consolider la présence de Publicis et de faire grossir les entités locales. Ouais. Publicis à ce moment-là en Asie est une boîte qui est très publicitaire, okay. ou très marketing. Mais plutôt au sens classique du terme. Et en effet, on rachète des petites boîtes digitales avec l'idée de faire la même chose que ce qu'on avait fait en France. C'est-à-dire, est-ce qu'une petite boîte peut... Donc, tu rachètes sur des montants, des valeurs d'entreprise de quoi? 5 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions? C'est quoi à peu près la taille de tes cibles? Globalement, en Asie, là, c'était beaucoup moins que ça. Okay. C'était des petites boîtes. C'était des boîtes de 10 personnes qu'on pouvait racheter 1 million. Ok, excellent. C'était des petites boîtes. Mais Publicis peut racheter tout type de boîtes. Il y a un enjeu là-dessus. Nous, quand on est sorti de Neo Télécom, c'est Zayo qui nous a racheté, qui était un opérateur américain qui avait fait 37 acquisitions. Et ils avaient un style, si tu veux, d'acquisition un peu au forceps. C'est-à-dire, on rachète, on bascule tout le monde sur Salesforce. Il faut que ça se passe vite. En fait, une acquisition et une intégration,
soit elle se fait vite, soit ça marche pas. Exactement. Est-ce que toi, tu as vécu ces mêmes sujets-là, ces mêmes contraintes-là, et comment tu as réussi à intégrer 10 personnes par-ci, par-là, qui peuvent être des électrons libres, qu'il faut aligner sur un projet d'entreprise? C'est plus toi qui gérais cette partie-là? Peut-être toi, tu fais des acquisitions, ensuite tu passais la balle à des gens d'intégration. Ouais, déjà en France. Oui, en fait, ça dépend beaucoup du type de business. Okay. Énormément du type de business. Chez Publicis, qui est un métier de service, globalement, tout va être fait pour garder l'agence un peu telle qu'elle, avec son management, le plus longtemps possible, et de les faire bosser avec les autres. Mais finalement, tu te retrouves avec des petites chapelles, plein de petites chapelles, des petites agences, qui parfois peuvent se retrouver en concurrence. Donc parfois, c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait, ça crée de la valeur parce qu'il y a de l'émulation, tout le monde est dans le même groupe. J'ai envie de dire, chez Publicis, quand finalement, sur un gros appel d'offres, on se retrouvait en phase finale entre 3 agences Publicis, à la limite, pour toi, ça change pas grand-chose par rapport à savoir si c'est des gros concurrents. Mais pour le groupe, c'est quand même assez commode. Donc, chez Publicis, il n'y avait pas tellement ça. Okay. Je te parlerai d'Atelier Cologne après, où L'Oréal a une vision beaucoup plus industrielle, donc c'était très différent. Ok. Et donc, du coup, on passe 3 ans comme ça chez Publicis. Puis bon, au bout d'un moment, moi, j'avais toujours dit que j'y allais pas pour 1000 ans et que voilà, on avait fait les acquisitions, j'avais fait ça, et donc je souhaitais un peu bouger. Et puis, en fait, on était en Chine quand même. J'adorais ce pays, j'ai adoré ce pays. J'ai trouvé complètement incroyable l'énergie des Chinois, même si c'est très compliqué pour un occidental d'y bosser parce que tout est différent. Le rapport à la vérité, le rapport à tu vois, je donne juste un exemple. On achète une petite boîte chez Publicis de l'ordre d'1 million, justement, où ils étaient censés être 10-15. Et en fait, quand on rachète la boîte, il n'y a plus rien. Mais vraiment rien. C'est la vérité si je mens. Il n'y a rien. Et le fondateur de la boîte, je l'appelle, je dis mais c'est pas possible, tu peux pas, enfin tu vois, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Le mec, je suis toujours en relation avec lui, d'ailleurs, il est assez sympa, il est passé à Paris il y a 15 jours, j'ai déjeuné, il a gagné beaucoup d'argent grâce à nous. Et moi, je suis vert, tu vois, et je dis, c'est pas possible. Et puis, on discute avec le directeur financier qui était chinois, donc de Publicis Chine. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et il me dit, mais c'est pas lui qui est con, c'est nous. Lui, il a profité d'une faille dans notre système, il a raison, tu vois. Nous, on n'a pas bien fait les audits, on n'a pas assez regardé, c'est nous. Donc, ça veut dire que la personne de Publicis assume sa perte et prend ça comme une leçon et elle se dit, je ferai pas l'erreur au prochain coup, quoi. Le chinois, lui, il se dit putain, l'autre, il est vachement malin, quoi. Il est vachement bon, ce mec. Moi, je me dis, c'est un voleur. Ouais, alors qu'en France, tu pars pour 50 procès dans la presse. Non, je rigole, mais okay. Donc, j'ai aimé ce pays, même si c'est toujours compliqué. Donc, tu as énormément progressé. On essaye de pas mal parler avec Mathieu sur les contenus qu'on produit, de comment aussi. Comment tu progresses à ce moment-là? Comment tu développes ton réseau? C'est quoi l'apprentissage que tu as à titre personnel dans ta carrière? Comment tu grandis à ce moment-là? Énorme, parce que tu grandis avec tes erreurs, hein, de toute façon. Tu passes ton temps à grandir de tes erreurs et de tes échanges, qui ne sont pas toujours des erreurs, mais de tes échanges. Et là, j'en ai eu beaucoup. Okay. Donc, j'ai appris un peu le chinois, parce que c'était un peu indispensable, parce que tout le monde ne parle pas anglais. Alors, c'est une langue qui est assez facile à mal parler, donc du coup, tu peux assez vite te débrouiller, on va dire. Mais ça a été sympa. Et puis, du coup, je quitte Publicis. Comme je disais, ma femme, elle était chez Renault et puis elle était sur un projet relativement moyen terme de créer la première usine Renault en Chine, etc. Donc il y en avait pour 4-5 ans et elle voulait pas s'arrêter au milieu. Elle me dit, non, mais au bout de 2 ans, moi je vais pas partir. On a fait le truc. Ouais, alors que toi, t'avais fait le tour. Moi, j'avais fait un peu le tour, mais pas elle. Et puis un entrepreneur, en fait, il reste jamais calme très longtemps. Exactement. C'est-à-dire que, je pense qu'on est un peu du même bois là-dessus. Une fois que t'as mis en place quelque chose, que ça tourne, que tu as appris justement ce que tu avais besoin d'apprendre, tu t'ennuies et la nature a horreur du vide et donc tu veux relancer un truc. Exactement. Et donc je veux relancer quelque chose, je regarde, en même temps je suis quand même en Chine, donc c'est pas tout à fait mon pays, tu vois, pas très facile. Et puis je retombe via un ami commun qui s'appelle Cyril Grillin, que je salue. Je retombe sur Christophe et Sylvie qui avaient monté Atelier Cologne. Tu avais commencé quelques mois avant. Des Français basés là-bas, basés à New York et c'est un couple, Christophe et Sylvie, qui sont basés à New York et Paris. C'était un couple et puis c'était compliqué parce qu'ils avaient des enfants d'un premier mariage aux 2 endroits, donc ils étaient entre les deux. Mais dans le business,
est lié fortement à l'Asie, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ils montent à Télécolonne, ils se disent tiens, on aime le parfum, on a envie de faire quelque chose. Eux, ils connaissaient le monde du parfum. On se retrouve. À la base, on se retrouve un peu juste comme ça. Puis je me dis, mais attends, ils cherchaient à lever des fonds, mais au tout début, genre, je sais plus combien, ils levaient peut-être 1 million auprès de 5-6 angels, quoi. Okay. C'était ça leur plan. Je dis, bah moi déjà, je vais participer, ça c'est sûr. Et puis on réfléchit. Puis je dis, en fait, je vais faire plus que participer. Je vais vous rejoindre. Ils me proposent. Et puis je dis, bah attends, ça tombe bien. Vous êtes pas du tout en Asie. Vous êtes plutôt aux États-Unis et Europe. Moi, je suis à Shanghai. En plus, j'y suis pour les années qui viennent là. Donc voilà. Donc et du coup, je dis, bah moi, je vais développer toute la partie Asie. Quand tu rejoins, ça fait à peu près quoi en chiffre d'affaires Quand je rejoins, ça fait rien. Rien. Enfin, et la progression sur les années où toi, tu as investi et jusqu'au moment où ça a été cédé? Bah, ça a été une super progression puisque ensuite ça a été cédé à Télécolonne à L'Oréal en 2015, enfin vendu en 2016, mais les discussions ont commencé en 2015. Donc toi, tu as accompagné 5 ans le projet entre ton invest. Ouais, alors un peu moins parce qu'en fait c'est plutôt 2012 et le projet est né à ce moment-là. Le projet a été très vite au début. Le projet a été très vite. Et en Asie, ça a été exceptionnel de développer Atelier Cologne. Parce qu'on n'avait pas d'argent, puisqu'on avait levé un tout petit montant. La boîte a toujours été EBIT positif. Okay. Donc, il y a eu beaucoup de dettes parce que ça coûte cher en BFR, le parfum. Mais par contre, la boîte était rentable. Et du coup, en Asie, il fallait ouvrir les boutiques. Ça a été un challenge énorme. Déjà, faire rentrer les produits. Parce que en Chine, je crois que ça a un petit peu changé maintenant, mais faire rentrer un cosmétique, c'est à peu près la même règle que faire rentrer un médicament. Donc il faut des tests sur les animaux, des machins, des trucs, avec des trucs ubuesques à la chinoise, genre il faut que vous m'apportiez les parfums pour pouvoir faire les tests. Donc à la cellule du gouvernement qui fait les parfums, sauf qu'ils n'ont pas le droit de passer les frontières des produits. Donc tu vois, ça commence. Enfin, tout est toujours comme ça. Donc là, en bonne entrepreneur, jamais rien n'est possible. Tu les as fait passer dans des valises. Bah, t'es obligé de les faire passer dans des valises. Mais c'est là où tu vas vite en tant qu'entrepreneur, parce que un LVMH, un L'Oréal et autres qui pareil veulent importer leurs parfums. Eux, ils ont le problème, mais ils le font pas passer dans une valise. Ouais. Et comme en Chine, toujours tout est possible, mais jamais rien n'est possible. Il y a toujours une loi qui t'empêche de faire un truc, mais en fait, c'est possible. Comme tu vois, je te donne un exemple. Une boîte étrangère n'a pas le droit d'embaucher une boîte étrangère n'a pas le droit d'embaucher des Chinois en Chine. Alors ça, c'est la loi. Et donc tu te dis, bah ça va être compliqué quand même. Puis en même temps, tu regardes, tu te dis, il y a quand même plein des boîtes étrangères qui embauchent des Chinois. Comment ils font? Et là, tu t'aperçois que, mais en fait, c'est simple. Il y a une sorte de boîte d'intérim d'État, un manpower d'État qui prend 20%, qui prend quelques pourcents, qui embauche les Chinois pour ton compte. Tout est comme ça, toujours. Donc ça rend le truc toujours un peu shaky. Ce qui nous a du reste facilité la vie, parce que du coup, pour Atelier Cologne, pour embaucher, comme on avait pas mal de boutiques, pour embaucher toutes les vendeuses, enfin ou les vendeurs qu'on avait sur les stands, bah comme de toute façon j'avais pas le droit de les embaucher et que j'étais obligé de passer par la boîte d'intérim chinoise, qui de fait gérait aussi les stands de tous mes concurrents boîtes étrangères, puisque toutes les boîtes cosmétiques ou de luxe sont globalement des boîtes étrangères. Donc quand tu vas dans le mall, toutes les boutiques, en fait, toutes les vendeuses sont salariées de la même boîte. Mmh. Donc c'est assez simple, tu appelles la boîte et tu dis, bon, la vendeuse en face, elle est vachement bien. Et donc tu arrives okay. Ça nous a facilité un peu les choses. Et donc 2015, la boîte est cédée. Toi, à ce moment-là, tu es actionnaire minoritaire. Ouais. Vous rentrez en France quelques mois après, ou quand vous êtes rentré en France, la boîte avait été cédée? C'est quoi à peu près le timing là? En fait, au moment où on a décidé de se dire que on allait vendre la boîte, moi je suis parti à ce moment-là de la Chine. J'ai trouvé un remplaçant. Okay. Je ne voulais pas me retrouver coincé à devoir faire la prévente en Chine, parce qu'on pour le coup, on savait qu'on n'allait pas y rester 1000 ans. Et puis là aussi, ma femme se retrouvait à être en fin de grossesse de notre troisième, du coup. Le premier était né du coup à Singapour, et là, elle était enceinte du troisième. Et on voulait partir de Chine à ce moment-là pour pas devoir y rester plus longtemps. Et on est parti aux États-Unis. D'accord, on est parti, où est né le troisième d'ailleurs du coup. On est parti aux États-Unis parce qu'on avait envie de voir les États-Unis et que c'était l'occasion. Et donc on est parti à San Francisco où on a passé une petite année incroyable. Et c'est pendant cette année-là que la vente a eu lieu. Ouais. Et après cette année à San Francisco, tu rentres en France. Ouais, c'est exactement. ça. Enfin, je rentre plus précisément en Belgique, mais voilà, c'est.
Et là, j'imagine que avec ce pédigré, ce background de repeat entrepreneur, business angel déjà, parce que tu avais fait quelques tickets, tu es un ovni et tu as des discussions avec quelques fonds et rapidement, ça se fait avec Isaïe et tu rejoins la société de gestion. Tu deviens actionnaire de la société de gestion et homme clé de quel fonds? Le numéro 2, parce qu'il y avait déjà eu le premier fonds dans lequel il y a Blablacar, etc. Et Isaïe avait quoi? Avait déjà commercialisé son fonds numéro 2. Et toi, tu arrives pour l'investir ou tu as fait la collecte de ce fonds numéro 2? Je suis arrivé pour l'investir. Pour l'investir. L'histoire, c'est que donc je rentre en 2015, oui, c'est ça, 2015-2016 en France, 2015 je crois. Et en fait, avec Xavier, on s'était toujours pas perdu de vue quand même. Avec Xavier, on se dit, mais quand même, l'investissement, on faisait déjà pas mal d'angel en fait depuis notre premier exit. Alors c'était depuis la Chine et puis j'avais Atelier Colonne, donc j'avais pas mal de boulot, mais enfin n'empêche qu'on avait fait quand même pas mal d'investissements en angel et puis on aimait ça. Ticket quoi, 50 000 à 200 000 euros. C'est ça. Ouais, et vous en aviez fait 25 chacun. Ah ouais, 10 chacun. On a fait une dizaine en quelques années. Et avec Xavier, on se dit, mais est-ce qu'on professionnaliserait pas ça? Est-ce qu'on créerait pas une société de gestion et à la place de juste faire de l'angel comme ça, faire un fonds? Vous étiez toujours à deux sur les deals ou vous faisiez chacun les deals de votre côté et certains en commun? C'est toujours notre argent commun. Ok, donc mais après, que vous réunissez. les décisions peuvent être pas forcément communes. Okay. Mais c'est toujours notre pot commun. Et on se dit, tiens, on a envie de faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est un fonds? C'est déjà un côté marketing. C'est-à-dire que tu existes, tu as un nom, tu as un site web. Une thèse. Bon, la différence avec l'angel, c'est ça. Et puis, un côté institutionnel. Et on se dit, tiens, créons Wind. Donc, c'est là qu'on trouve le nom. Voilà, et on se dit, tiens, on veut créer un fonds. Donc, on crée Wind, on crée le site web, on y va, on avance. Et on met 7 millions à l'époque dedans. C'est une SCR. Et société de capital risque. Ce qui, pour 2015, est beaucoup d'argent. Parce que les startups, à ce moment-là, tu as des rounds 1, 2, 3, mais tu n'as pas les méga rounds qu'on a connus en 2019, 2020, 2021, de 10, 20, 50. Enfin, lever 2 millions en 2015, ça équivaut à lever 6 ou 10 en 2021. Oui, alors on met 7 millions dedans et on a comme thèse de dire on va investir 100 000 euros par 100 000 euros. Donc ça reste quand même des petits tickets minoritaires, même à l'époque. Mais des business angels qui mettent 100 000 euros en 2015, il y en avait moins. Il y en avait moins. Moi, je me souviens, nous, on mettait 150 ou 200 000 en 2016 dans MWM. Des mecs qui faisaient ce genre de tickets, c'était moins fréquent qu'aujourd'hui. C'était beaucoup moins fréquent. Non, clairement. Clairement, là-dessus, il y avait moins de monde. Et donc, c'est comme ça que il y avait aussi moins de boîtes. Hein. Il y avait moins de boîtes. Tout a grossi. Tout a grossi. Je discutais de ça ce matin avec un souscripteur. Le gâteau général a grossi. C'est un marché qui s'est développé globalement. Qui s'est professionnalisé. Ouais. Et en gros, à ce moment-là, tu commences à faire ces deals de business angel et tu es approché, vous discutez avec Isaïe, Christophe Reynaud. On commence à vouloir Et puis avec Xavier, on se dit, nous on met 7 millions, mais si on veut le professionnaliser, on va aller chercher de l'argent extérieur, etc. Mais avec zéro idée de comment marche un fonds. Alors, je revenais d'Atelier Cologne, lui était encore à Singapour, enfin voilà, c'était vraiment aucune idée, quoi. Et puis un réseau en France qui était finalement relativement faible parce que on avait eu l'expérience publiciste, mais ensuite on a passé 5 ans à l'étranger. Enfin, on n'avait pas le réseau. Tout à construire. Et un peu tout à construire. Et puis, moi, je connaissais bien. Alors, Jean-David, je le connaissais moins bien, mais c'était quand même lui qui avait investi dans notre boîte au tout début en 2000, ce qui travaillait dans le venture chez EuropaWeb, dans le groupe Arnaud. Je connaissais un petit peu. J'étais investisseur dans le fonds Isaïe, le premier, qu'ils avaient créé, je pense, 2009, quelque chose comme ça. Et moi, je faisais partie des entrepreneurs qui avaient déjà gagné un peu d'argent puisqu'on avait vendu la boîte en 2007. Donc, j'étais investisseur dans Isaïe. Et je connaissais bien Christophe Reynaud puisqu'on était à l'école ensemble. Et Christophe m'appelle, puis en gros il me dit mais Thierry t'es un peu con, franchement va pas créer ton fonds, c'est hyper compliqué, t'as pas le réseau, tu vas mettre 2 ans, enfin bon voilà, et puis il y a l'AMF. Mais les 7 millions dans notre fonds 2, non je rigole. alors eux ils venaient de lever leur fonds 2, donc, ils étaient connus parce qu'ils avaient fait Blablacar, le fonds 1, ils venaient de lever le fonds 2 et ils cherchaient un 3e associé. Okay. Et Christophe me dit franchement... garde ton truc, fais ton truc, mais le lève pas, garde tes 7 millions dans Wind à côté,
Et rejoins-nous chez Isaïe. Parce que là, le fonds d'Isaïe, le premier fonds, c'était 30-35 millions, qu'ils ont triplé, grosso modo. Je parle en net, donc ils ont fait peut-être x5, mais peut-être que ce qui a été rendu aux souscripteurs, c'est x3,5 ou quelque chose comme ça. Ouais, l'ordre de grandeur, c'est ça. Ce qui leur a permis de lever un deuxième fonds un peu plus gros, quoi, 70 millions. C'est ça. Le fonds 2 fait 75. Et c'est sur celui-là que, effectivement, tu peux pas être qu'un homme clé ou 2 hommes clés, il faut 3 personnes pour déployer le fonds. C'est ça. Hein, l'idée, c'était d'être 3. Et donc, il cherchait un 3e associé. Et puis, Christophe me dit, attends, on est un fonds d'entrepreneurs. Toi, t'es entrepreneur. On avait fait quelques co-investissements ensemble. On s'était reniflé. Enfin, bref. Et puis, moi, j'étais déjà LP dans Isaïe. Enfin, bref, on se connaissait un petit peu. Et finalement, c'est une évidence. On en parle avec Xavier, qui lui avait le même genre de discussion avec les Mulliers. Et avec Xavier, on se dit, en fait, ça devient clair. C'est ça qu'on va faire. Wind, on va pas lever d'argent extérieur dessus, donc on va rester juste nous. Fonds Evergreen, en fait, c'est notre truc, quoi. Voilà. C'est exactement comme ça que j'ai commencé. Hein. Nous, on était 3 anciens de Néo Télécom. On a mis 100% notre cash et on a fait nos 6-7 premiers deals comme ça. Voilà. Et puis, dès le deuxième véhicule qui était un peu plus gros, c'est mieux d'apprendre avec son argent, non ? C'est comme mieux. En fait, là, on a fait les erreurs du coup avec notre argent, mais en revanche, j'ai appris ce que c'était un fonds institutionnel, parce que c'est vrai que c'est pas du tout pareil en termes de reporting, en termes de contraintes, en termes de Et j'ai appris ça chez Isaïe. Et donc, du coup, banco, je dis à Christophe et Jean-David, super, moi je vous rejoins, ça me plaît, j'ai envie de faire ça. Et puis, j'ai mon petit Wind à côté, donc on se met d'accord sur un 3/4 temps, je crois, qu'on a mis. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire pas full-time. Qui te permet... Ouais, moi j'avais ça aussi sur mon deuxième fonds, j'avais 80% et 20% pour pouvoir faire ce que je voulais à côté. Voilà, le pourcentage a pas de sens, mais il signifie juste que tu peux faire autre chose. Il te donne la liberté, on peut en parler, peut-être c'est intéressant, qui pour moi est vraiment une valeur forte chez tous les entrepreneurs que je rencontre. J'ai l'impression qu'une grosse partie des entrepreneurs montent des boîtes aussi pour s'acheter une forme de liberté dans l'organisation de leur travail, pouvoir bosser de n'importe où, être maître de son destin. Bon, je pense que c'est ça. Hein. Moi, en tout cas, quand je réfléchis sur moi-même, ce quel a été mon driver et qu'il l'est encore d'ailleurs, je pense que ça aura toujours été une forme de liberté et d'indépendance. Je pense pas que l'argent, par exemple, soit un driver pour un entrepreneur. Non. L'argent est important parce que c'est la conséquence du succès. Et par définition, quand tu veux faire quelque chose, tu veux que ce soit successful. Ouais, moi, je dis toujours l'argent, c'est la mesure. C'est comme la médaille pour un athlète. C'est ça. C'est ce qui montre que tu as bien fait le job. Mais c'est pas le driver initial. Non, ça peut pas être le moteur. D'abord parce que c'est trop aléatoire. Et c'est trop long terme. C'est-à-dire que tu mets 10 ans à construire un succès et à avoir justement ce gain-là. Et donc, cette période-là, Isaïe, tu vas faire tout le déploiement du fonds 2. Et du coup, 2015, le fonds 2 vient d'être levé. Il se close début 2016, je crois. Je n'ai plus tous les chiffres, toutes les dates en tête, mais c'est à peu près ça. Et les deals marquants, les deals vraiment qui t'ont plu, qui ont permis de retourner une partie du fonds. Il y a eu plein de deals marquants, honnêtement. Hein. Moi, je me suis vraiment éclaté chez Isaïe. On a passé donc 7 ans à déployer ce fonds. Ça a été 4 ans de période d'investissement, mais incroyable. J'ai adoré l'équipe, j'ai adoré le métier, j'ai adoré ce qu'on faisait. Je me suis éclaté. J'ai fait du coup plein d'investissements. C'était hyper actif. Deal marquant. Tu vois, je prends ceux qui me passent par la tête. J'ai adoré Prose, par exemple, qui est donc une boîte qui fait du shampoing aux États-Unis. C'est pas très tech, et pour autant, c'est une boîte incroyable qui est en fait très tech, en vrai, pour faire ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils dépassent quasiment de faire 150 ou 200 millions de chiffre d'affaires. Tech sur quoi? Sur la gestion de ses appros, les fournisseurs, le shipping, sur tout ce qu'elle a mis en place. Ouais. Et puis la vente et le marketing qui en fait est que de la data analytique. Savoir exactement ce que veulent les clients, quel est le client qui va faire du repeat, etc. Et ce qui en fait est clé. C'est marrant, Julien Coulon, un des associés de notre société de gestion qui est passé par CMCIC, le fonds CMI Equity, il a mis 6 millions dans Planity en plein Covid, quand tous les salons de coiffure étaient fermés. Ouais. Je l'appelle, je lui dis, mais vous êtes des grands malades, c'est pas possible, qu'est-ce qui vous a pris? Il me dit, non, mais en fait, la façon dont ils adressent le business, dont les commerciaux font leur tournée en ce moment pour signer tous les salons de coiffure, en fait, toute la tech qu'ils ont mis en place à côté de leur business, qui est juste, si on le résume, un outil pour réserver ton coiffeur, et
ils avaient un coup d'avance. Je crois qu'ils avaient monté Click Rendez-vous, etc. Et c'est ce qui l'avait fait bouger pour mettre 6 millions dans la boîte. Et en fait, ces boîtes-là, ça a été des boîtes typiques de la transition digitale. Elles ont pris de vitesse, comme je prends Alma, par exemple, qui fait du crédit conso. Ça a été aussi un investissement qui est une boîte qui performe vachement bien. Ils font un métier qui est vieux comme le monde. Mais par contre, ils le digitalisent, ils le rendent simple. Voilà. J'ai adoré faire Logmatic, qu'on a revendu à Datadog. Donc l'analyse de log, qui était une super boîte. Mon premier... Datadog, c'est Fabien Grenier, c'est ça, non? Non, Renaud Boutet. Renaud Boutet, ouais, c'est ça. Et qui a été incroyable parce qu'on l'a vendu très vite, ça a été Kitok, donc qui faisait des paniers repas. Quand tu vas en vite, généralement, tu fais pas les meilleurs exits, mais en fait, on a fait une très belle exit parce qu'on a fait x6, quelque chose comme ça, en 2 ans. On vient de sortir l'épisode de Studapart. Ouais. C'est toi qui l'as fait? C'est pas moi qui ai fait Studapart. Okay. Ouais, c'est pas moi qui ai fait Studapart. C'était une jolie aventure. Ouais, jolie aventure. Ouais. Et puis des entrepreneurs vraiment sortis d'école. Exactement. Kitok, c'était exactement ça. Ils sortaient juste de l'école. Et on investit. Et 2 ans après, Carrefour nous fait une offre franchement super. Où on fait un super multiple sur un montant significatif. En plus, c'était pas du seed, on avait mis un vrai ticket. Et donc, c'est toujours sympa quand tu fais une exit juste 2 ans après, quoi, qui est une très belle exit. Ça rassure un peu les souscripteurs aussi sur ta capacité à générer un DPI. Peut-être, vu que le but, c'est aussi de décrypter un peu notre métier. Toi, tu fais partie des investisseurs qui ont fait 25 exits. Ouais. Donc, c'est assez significatif. Et donc... dans la gestion de tes fonds, ça montre que tu as cette capacité à retourner la mise initiale et après tu attends un peu pour générer ton multiple. T'en parlais tout à l'heure quand tu disais il faut savoir sortir au bon moment. C'était quoi un peu les guidelines chez un Isaïe qui a un peu cette image d'acteur bon père de famille dans les valos d'entrée, dans l'efficience du cash? C'est... une fois que tu as fait x5, x10, tu sors 50% de ta mise, tu sors 100% de ta mise. Vu que le but, c'est de donner un peu les coulisses. Ouais. Comment vous avez arbitré à ce moment-là avec Jean-David et avec Christophe Reynaud? Ouais. Écoute, il y a pas forcément une guideline Isaïe, parce que finalement, chacun voit ses boîtes comme il le sent. Et donc, que ce soit Jean-David, Christophe ou moi, on n'a pas toujours raisonné pareil. Mais globalement, on était assez alignés sur l'idée d'être en effet, de pas partir dans les étoiles. Et en tout cas, moi, ce que j'ai fait sur Wind aussi, et ce que je voudrais toujours faire parce que je trouve que c'est bien, c'est dès qu'il y a une possibilité d'exit avec un multiple significatif, on vend, à minima, on récupère notre mise, ou on vend peut-être 30% de la participation. Parce que, en fait, on ne sait jamais ce qui peut arriver à une boîte. Il peut y avoir des hauts et des bas. Elle peut valoir une fortune, mais le lendemain, elle ne valoir rien du tout parce que les dirigeants se sont cassés une jambe. Enfin, il peut se passer plein de choses. Ouais, moi, j'ai vécu le décès d'un associé dans une avalanche. Et en fait, ça a vraiment perturbé quand tu as 2 associés. Et donc, c'est vrai que ce que tu dis, on ne peut pas, en fait, anticiper les situations qui vont se produire. Et ça fait partie du métier de faire ce genre d'arbitrage. Exactement. Et souvent, en tout cas, les LP critiquent un petit peu le VC en disant c'est très long, il n'y a pas de DPI, donc au sens où on a mis de l'argent et le cash ne revient pas. Donc, vous nous dites que le portfolio vaut très cher, donc ce qu'on appelle le TVPI, la plus-value latente, il vaut très cher, mais nous, on ne voit pas l'argent. Et c'est vrai que ce qui est difficile dans ce métier, c'est que globalement, tu investis dans une boîte à un moment où personne n'y croit. En gros, il y a 2 mecs qui ont une petite techno. Oui, et quand ça commence à marcher, il faudrait sortir. Exactement. Et puis, il y a un moment, ça commence à marcher, tout le monde y croit, c'est formidable. Et là, toi, tu vas être le cloche qui dit « Bah non, mais moi, en fait, je vends. » Oui, et qui va prendre une grosse décote parce que les seuls qui peuvent le racheter... Exactement. Donc, c'est ça qui est difficile. Et je pense qu'il faut quand même résister à ça. Et c'est là où moi, en tout cas, je me dis toujours « Ouais, d'accord, c'est vrai. » Alors, je vais pas tout vendre. Alors parfois, je vais tout vendre. Après, ça dépend. Mais globalement, l'idée, c'est pas de tout vendre. Mais on va quand même vendre 30%. Voilà, parfois 30%, ça fait déjà sur Alma, quand on a vendu nos 30 premiers pourcents, ça faisait 40 fois notre mise déjà. Ouais, et ça fait donc, quelques millions et tu retournes 25% du fonds peut-être avec ce deal-là. Oui, alors là, c'est vraiment un deal exceptionnel, mais voilà. Ouais, c'est vrai que moi je suis sur une taille un peu plus petite de fond, donc c'est pour ça que j'ai mais très clair. Et puis peut-être vu que je vois l'heure qui tourne, fast forward,
tu fais ces 5-6 ans parce que tu as 4 ans de déploiement, puis après tu as des réinvestes et tu as du suivi des lignes et tout, parce qu'en fond, c'est 10 ans. Et puis, comme beaucoup de sociétés de gestion, tu as des virages stratégiques, tu as des lancements de nouveaux fonds. On en parlait juste avant. Moi, la question que j'avais envie de te poser quand je vois ce fonds magnifique, 90 millions pour de l'impact, probablement 130 millions, je me dis, ça aurait été classe dans un environnement Isaïe où tu as du LBO, du venture, etc., d'avoir en plus un fonds impact. Mais bon, il y a Christophe qui s'en va, toi tu le suis, et vous décidez de créer Wind. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi à ce moment-là, vous décidez de vraiment créer votre propre société de gestion, sachant que c'est pas venu tout de suite après ton départ, c'est venu 2-3 ans après. Donc c'est aussi une gestation. Au début, tu n'étais pas forcément sûr d'y retourner avec Xavier. Exactement. Oui, le départ d'Isaïe ne s'est pas fait en disant je pars parce que je veux monter au-dessus. Ouais, c'est ça. Okay. J'avais clairement la tête que j'avais pas envie d'aller à la retraite, mais d'être à la retraite. Mais en revanche, ça s'est pas fait comme ça. Et d'ailleurs, après mon départ d'Isaïe, tu vois, on a fait en famille presque un an de tour du monde, enfin tour des États-Unis en camping-car, etc. Donc j'ai vraiment pris du temps. Ça a été extra. Et c'est que début 2023 qu'avec Xavier, on s'est dit allez, début 2023, là, on y va. On veut faire un fonds impact et puis on y reviendra peut-être dans notre discussion. Donc le départ d'Isaïe ne s'est pas fait pour aller quelque part ailleurs. Il s'est fait parce que, tu sais, comme ça arrive des histoires d'associés, hein, finalement, on était 3... sur la partie venture, on était 3 associés, Jean-David, Christophe et moi. Et puis, il y avait Pierre Martini qui était associé pour la partie plus LBO. Moi, sincèrement, je me suis éclaté chez Isaïe, je l'ai dit, et je remercie d'ailleurs, tu vois, Christophe et Jean-David qui m'ont fait confiance au début, qui m'ont tout appris, et franchement, c'était une période extraordinaire. Après, on s'est retrouvés, donc on a levé le fonds 3, okay. J'ai fait avec Christophe et Jean-David, on a levé le fonds 3 qui fait 120 millions. Et opéré par Jean-Patrice Ancio, qui est un des partenaires du fonds, François Collet, c'est ça ? En fait, qui nous ont remplacés. Qui vous ont remplacés, et avec qui, moi, j'ai un co-invest assez significatif qui s'appelle Acceptio, dont j'ai fait le pré-seed, et Isaïe a fait le seed. Absolument. Donc ça nous relie aussi quelque part. Ils nous ont remplacés. Alors on a fait déjà quelques petits deals. Hein. Avec Christophe, on a levé le fonds et on a fait quelques deals sur le fonds 3. Et on est parti ensuite. Bon, histoire d'associer, dire un peu classique. On se retrouvait dans une situation où les désaccords se sont accumulés au fil du temps. Et puis à un moment, de façon malheureuse et un peu triste, hein, dommage, parce que je pense qu'il y avait une très belle histoire à construire chez Isaïe, mais c'est comme ça. On n'était plus d'accord sur la stratégie et on n'était plus d'accord sur la gouvernance. Et à un moment, s'il n'y a qu'un des deux, on peut peut-être y arriver, mais s'il y a les deux, ça devient vraiment compliqué. Tu sais, moi je t'ai dit, on était 3 business angels en 2015 quand on s'est lancé, donc finalement un peu au même moment. Aujourd'hui, j'ai continué qu'avec un des 3. Et parce que en 2021, on n'était plus trop d'accord et on s'est vu en juillet, on a fait une bonne bouffe et on s'est dit là-dessus, on n'a plus la même vision, on n'est plus d'accord, on se quitte intelligemment. Évidemment, comme tu dis, c'est un mariage et comme tous les divorces, c'est jamais simple de se dire au revoir, mais c'est comme ça. Ouais. Et en fait, moi je trouve que c'est important de le faire bien et ça fait partie de la vie, donc un chapitre. Et s'il y a un conseil à donner en effet aux auditeurs, d'ailleurs c'est celui-là, c'est celui de dire que se séparer, c'est la vie, quoi. Ouais, c'est dommage, c'est comme ça. Et tu le fais même à niveau personnel, peut arriver de divorcer. Ouais. Enfin bon, voilà, je veux dire, c'est la vie. Ce qui importe, c'est de le faire proprement, quoi. 2 tiers les stats chez les entrepreneurs. Ouais. Je veux pas vous porter la poisse, les amis qui nous écoutent, mais faites attention. Rachel Delacour m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Chaque fois que je la voyais, elle me disait Arnaud, fais attention à ton équilibre familial, perso, etc. Et le fait d'avoir des gens un peu plus âgés, tu vois, je dois avoir 7-8 ans d'écart avec Rachel, tes aînés, c'est un peu des mentors, hein, tu vois, qui te mettent ces petits warnings. Tu vois, après une grosse levée de fonds, je partage cette anecdote parce qu'elle est marrante. Moi, je fais beaucoup de parachutisme, tu sais. Et Rachel, elle me dit écoute Arnaud, je vois tes cernes, je vois ton état de fatigue. Elle me dit, je t'en supplie, va pas faire de parachutisme ce week-end. Je dis, écoute, Rachel, je te promets, je vais pas sauter en parachute. Et le lundi, je prends la Triumph Speed Triple
pour aller au bureau. Et je me vautre dans un rond-point. Et je dis à Rachel, je crois que j'ai bien fait de ne pas faire du parachute et de juste Bon prendre la conseil. moto. Bon conseil, merci. Donc, non, pour refermer la parenthèse, ouais, c'est important d'avoir ce type de gens qui te mentorent, etc. Et des fois, qui te font prendre ce genre de direction. Moi, j'avais demandé à Alain Roubac, à un moment donné, quand je me posais la question de me séparer de certains associés, qui est un mec qui a fait l'IPO de Léon de Bruxelles et qui est un des souscripteurs dans notre fonds. Et pareil, il m'avait dit, écoute, si tu as ce petit doute au fond de toi, écoute-le et sois un peu radical, tu le regretteras pas. Non, mais c'est hyper important, en effet, et c'est hyper important de le faire bien. Alors, sur Isaïe, en tout cas, c'est pas à moi de le dire, ce serait plus aux gens extérieurs. Enfin, j'ai le sentiment que bien fait tu vois, ça n'a pas fait tant de bruit que ça. On a trouvé nos remplaçants. Ouais, les fonds sont ça se passe live, bien, les fonds sont là, ça se passe ils bien. Ils vont bientôt lever un fonds 4. Voilà, honnêtement, Christophe, lui, était parti très vite parce que c'est lui qui avait créé le fonds. Donc, les désaccords, il y avait un peu plus d'aspect émotionnel dedans. Il y en avait un peu moins pour moi puisque finalement, moi, il m'avait gentiment laissé rentrer dans la société de gestion. J'en ressors quelques années plus tard. Il y avait un peu moins d'émotion dans le sujet, mais j'ai fait pendant un an, j'ai fait un an de transition et je crois que ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, tu vois, parmi les souscripteurs d'Isaïe, il y en a dont BPI par exemple, qui souscrit chez nous. Si je l'avais pas fait bien, je pense pas que BPI serait revenu chez nous. Bon, et on pourrait faire 3 heures comme Mathieu, mais je vois que ça fait déjà 55 minutes qu'on parle, mais on le savait avant de rentrer en studio. Parlons de Wind, parce que c'est ton actu. C'est un fonds dont on a beaucoup parlé tous les deux ces 2 dernières années. Tu as vécu un roadshow qui est pas hyper simple, le contexte dans lequel on est, avec, on se le disait, certains souscripteurs qui te disent oui, je vais investir, et puis le jour où tu leur dis bon, c'est le closing, voilà le bulletin de souscription, t'en as quelques-uns qui te font défaut. C'est pas beaucoup, mais si c'est des... C'était significatif. Si c'est des significatifs, tu vois, moi j'ai un bulletin de souscription à 2 millions qui a été signé, mais les fonds n'ont jamais été virés. C'est dur, quoi. C'est dur sur un fonds de 25 millions. Nous, on va finir peut-être à 40, mais quand ça arrive dans ta tranche 10 à 20 millions, que tu es en plein dans le dur de la collecte, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Comment, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, ce roadshow ? Lever un fonds, c'est monter une boîte. Hein. Donc, comme on dit avec Xavier, c'est notre 4e startup, quoi. Et donc, c'est une startup avec tout ce que ça veut dire en termes de haut et de bas. Comme parfois, en startup, tu as un client, puis il signe pas ou il renouvelle pas. Là, c'est pareil. Écoute, le roadshow, on s'y est mis début 2023 avec Xavier. Et c'est vrai qu'on s'y est mis un peu la fleur au fusil. Bon, je revenais de mon tour du monde, voilà. Tu vois, j'avais fait quand même une coupure. J'avais pas fait ça directement après Isaïe, donc bon. Mais avec Xavier, on était un peu sûr de nous. On se dit, on a quand même un super track record sur Wind. On va globalement, notre petit fonds donc de 2015, il va faire x3, x3,5. Le fonds 2 d'Isaïe, ça va être objectivement un très bon fonds. Et je pense, plus les mois passent, plus c'est certain. Mais déjà l'année dernière, on le savait. On se dit, on a plutôt un bon track record. Moi, je vois tous les fonds autour de nous, ils ont globalement des assureurs qui sont un peu les corps investisseurs de leur corps investisseurs. Et donc, on se dit, nous, on n'avait pas d'investisseurs encore. Tu vois, comme tu fais une levée de fonds, il te faut quelqu'un qui... Alors, pour les gens qui nous écoutent, c'est un sponsor qui vient et qui met une partie significative 20% de ton fonds. D'un premier closing, voire du fonds. Exactement. Et du coup, ça aide vraiment à lancer. Et nous, on n'en avait pas. Alors on avait nous, puisqu'on met un peu d'argent, mais enfin sur un fonds dont l'objectif était de voir autour de 100 millions. 3% voilà, de ton côté. On a mis 4 millions, ce qui est bien, très bien, mais c'est pas suffisant pour être sponsor, quoi. Mais je me dis, bon, on va aller voir les assureurs, et puisqu'ils mettent on va bien en trouver un qui nous fera confiance, peut-être pour mettre 5, 10 millions. Là-dessus, on s'était pas challengé, mais je t'avais dit, écoute, moi, j'ai pas encore ton track record, il est en devenir, et j'ai pas du tout eu la même stratégie. C'est-à-dire, moi, je suis allé chercher 150 privés, et ensuite, je suis allé voir les instits, et toi... Eh ben, t'as eu raison. T'es allé voir sur ça, et sur... on avait parlé société de gestion ou non, parce qu'au début, toi, tu voulais être hébergé, je t'avais dit. Et tu as eu raison sur les deux, d'ailleurs. Tu vois, bon, j'ai fait cool. Donc, on a fait la vraie société de gestion. Et en effet, on a perdu 3-4 mois à aller voir des investisseurs institutionnels qu'on n'a même pas vus, d'ailleurs, parce qu'en général, la porte était vraiment fermée à triple tour. Parce qu'en fait, ils te reçoivent pas tant que tu n'as pas 50% du premier closing. Et encore, même là, j'ai l'impression que... Moi, je sais pas, ça reste un mystère pour moi, puisque toutes les réponses que j'ai toujours eues, c'est on ne met que dans les fonds dans lesquels on est déjà. Et donc, je me suis toujours dit, mais il y a bien quand même un moment où ils ont commencé
Mais écoute, peut-être on fera un épisode dans un an et je pourrais t'en dire plus, mais là, j'ai pas la réponse. Après, c'est le contexte. C'est-à-dire que tu as eu aussi cette phase dont on a parlé, 2010, 2015, 2020, où c'est monté en puissance et il y a eu, je pense, une exposition assez significative de ces acteurs-là, Ouais. qu'aujourd'hui, peut-être, ils cherchent à réduire, à rationaliser, à un peu structurer, où ils en ont mis un peu partout, ils comptent regardent. un peu, Non, mais c'est clair qu'il y a ils font leur compte, et c'est ça. Il y a clairement un aspect vintage qui compte, hein, et puis les taux ont remonté, donc les assureurs investissent plus sur des produits de taux. Enfin, il y a tout un tas de bonnes raisons, hein, donc je rigole un peu, mais en tout cas, on se rendait pas compte de ça. On s'est pris des portes pendant quelques mois, mais on désespère pas là maintenant d'essayer d'en avoir, parce que je pense que c'est quand même vraiment important pour la qualité d'un fonds. Aujourd'hui, vous avez BPI, BNP, le IF, qui est le fonds dans l'ordre, européen. on a surtout le fait qu'on a été au bout de 3-4 mois, on s'est dit, on va pas y arriver comme ça, donc allons voir les entrepreneurs. Ça, au moins, on connaît. Alors, on connaît pas tous les entrepreneurs qu'on a eu, mais enfin, on a des bribes et puis chacun va en connaître d'autres. Oui, puis et là, ça a très bien marché. On emmène d'autres, etc. Et là, ça a très bien marché. Et globalement, on a réussi à trouver autour de 40 millions d'euros avec des entrepreneurs, donc à peu près 120 entrepreneurs, ce qui en plus a une valeur énorme. Ce qui fait un beau ticket moyen, même si c'est pour les gens qui nous écoutent et qui comprennent pas forcément la mécanique d'un fonds. L'argent, quand quelqu'un te dit je mets 500 000 euros et appelé sur 5 ans. Ça veut dire 100 000 euros par an. Ça veut dire 100 000 euros par an. Mais c'est un engagement ferme. Mais c'est un engagement ferme. Ouais, d'ailleurs, les conditions de sortie sont assez si tu respectes pas, c'est sévère. Et donc, ça marche bien. Et puis BPI, dès le début aussi, nous dit, nous, on vous suit, on a super envie de venir. Nous, il faut quand même que vous ayez aussi d'autres à côté, parce qu'on peut pas être juste le tout seul seul institutionnel. Voilà, donc on avance un peu en parallèle, mais ils nous font confiance. BNP, depuis le début, nous dit, nous, on a envie de venir avec vous pour un ticket plus petit que celui de BPI, mais on a envie de vous accompagner. Alors après, il y a tout un tas de conditions. Il faut que vous soyez labellisé Tibi, donc il faut qu'il y ait des assureurs, etc., qui vous disent, OK, bon, ça, voilà, on a réussi à le faire. Et puis Soprasteria, que je connaissais parce que j'avais un board avec eux dans une autre boîte, qui me disait, nous, Thierry, si tu montes ton fonds, nous, on est une boîte très tech. Votre fonds, il est très deep tech. On a super envie et très impact. On a envie de venir avec vous. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on a fait le closing à 90 millions, finalement, avec ces 3 institutionnels-là, enfin, ces 4 institutionnels-là. Et puis nos 120 entrepreneurs. Magnifique. Et tu veux nous expliquer en détail la stratégie d'investissement du fonds, parce que moi je la connais, mais les centaines de milliers d'auditeurs là qui vont regarder soit cette vidéo, soit écouter ça en audio, ils connaissent pas tous Wind. Donc sur un fonds de 90 millions, mais qui va être porté à 130. Je crois que tu as une poche amorçage, avec laquelle je pense qu'on va être amené à faire des deals en commun. Et ensuite, toi, tu interviens plutôt sur des tours de 3, 5, 6 millions d'euros, pré-série A, série A. Ouais, c'est ça. Alors, on s'est pas mis des guidelines très très formelles, hein, parce que autant être relativement ouvert. Donc, nous, on peut mettre des petits tickets à partir de quelques centaines de milliers d'euros sur des boîtes où il y a rien. Enfin, globalement, il y a une équipe et un peu de R&D, éventuellement un brevet, en tout cas un peu de techno, jusqu'à des tickets de 4-5 millions sur des boîtes où là, dans un monde idéal, mais c'est pas toujours le cas, a quand même du revenu, et on est dans l'idée de faire vraiment croître ce revenu. Et entre les deux, il y a toutes les nuances de gris, quoi. Sachant que ton ticket maximum, ça je crois pas l'avoir raconté dans un podcast, ça va être 13 millions, 10% du fonds, et tu n'iras jamais plus sur une seule ligne. C'est un peu des bonnes pratiques, c'est ça? Alors, c'est même pas le ticket maximum. Notre ticket maximum unitaire, c'est 5 millions. Ok, donc tu n'iras pas plus, donc 5% du fonds. Enfin, un peu plus. En plusieurs tickets, avec du follow-on, si on remet au fur et à mesure, on peut en effet aller jusqu'à 13 millions. Enfin, en tout cas, ça dépend de la taille du fonds, mais jusqu'à 10% du fonds. Okay. Mais ce sera en plusieurs tickets. Mais notre ticket initial maximum 5. est maximum 5 millions. Okay. Sur Isaïe, ton fonds d'avant, comment vous avez choisi les 5 champions sur lesquels justement vous êtes allé chercher cette exposition un peu maximale? C'était des métriques extraordinaires, c'était l'opportunité de sortie. Comment tu fais ces arbitrages dans un portefeuille de 25 ou 30 lignes? Je pose pas la question pour moi je connais la réponse, mais c'est plus pour que tu le décryptes. En fait, tu sais, tu vas le faire surtout au fur et à mesure que les boîtes relèvent des fonds par ailleurs. C'est-à-dire, typiquement, je prends un Alma ou un Prose, la boîte a cartonné, ils se sont retrouvés à relever des fonds avec d'autres acteurs. Et là, du coup, se pose la question pour nous, soit de sortir, soit de remettre.
Et donc, si tu te dis, en fait, la boîte, cette valorisation à laquelle ils se refinancent, elle n'est pas si élevée par rapport à leur au potentiel, je vais plutôt avoir envie de remettre. Et donc là, en effet, du coup, tu fais ce genre remets des montants potentiellement significatifs parce que les valos sont beaucoup plus élevés que ton prix d'entrée au départ. Donc, c'est l'étiquette plus important. Ouais, il y a un enjeu d'ownership, c'est-à-dire le pourcentage que tu détiens et l'exit que tu espères avoir. Exactement. Moi, sur mes premiers exits, j'ai passé des coups de fil à des amis et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sors sur une valo à 165 millions et en fait, je ne vois pas le chemin de 165 à 500 millions. Et ça, c'est ce qui me conduit à faire un arbitrage, à sortir 100%. Exactement. Et peut-être, il n'y avait pas de notion forte d'impact. Dans Isaïe 2, c'était peut-être article 8, mais pas article 9 comme tu l'es aujourd'hui. À quel moment, je voyais Jérémy Charrois, que j'embrasse, qui te disait bravo, vous y êtes arrivé sur LinkedIn et qui a Climate Club, qui est aussi passé dans les podcasts de Mathieu. Un super épisode. Lui, il a eu cette conviction, je me souviens, il est venu à la maison, on en a discuté ensemble, et il y a eu vraiment un point de bascule. Quand il a vendu la Lab, il a beaucoup lu. Toi, à quel moment tu décides de vraiment flécher ton argent perso et les fonds que tu lèves vers l'impact ? À quel moment tu as cette bascule et tu te dis j'ai envie de faire un fonds 100% impact? Ouais, en fait, il y a deux convictions. Tu vois, il y en a une, en effet, qui est un peu celle que tu décris, qui est personnelle. J'ai des enfants, on voit le monde dans lequel on vit. Bon, il y a beaucoup d'aspects personnels où il y a un cheminement, et notamment notre voyage aux États-Unis, tu vois, nous a fait un peu réfléchir, etc. Où tu dis, j'ai envie de faire quelque chose dont j'ai le sentiment que je fais le bien, entre guillemets. Je sais pas ce qu'est le bien spécifiquement, mais tu vois, on veut pas juste faire un fonds pour gagner de l'argent, c'est pas le seul objectif. Ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a un élément beaucoup plus rationnel où on s'est vraiment posé avec Xavier et on s'est dit, OK, mais oublions ça, mettons-nous rationnellement, c'est quoi notre métier? Notre métier, c'est d'investir dans des boîtes innovantes, des technologies, parce que globalement l'innovation elle est technologique dans nos métiers, le capital risque c'est de la tech, qu'on investit dans des boîtes technologiques qui vont être des énormes champions de demain et qui donc adressent un sujet qui sera majeur demain, qui est déjà majeur aujourd'hui mais qui peut être majeur demain. Et en ça, si je re-rationalise un peu, on se dit mais ok, l'histoire de l'innovation elle est faite de grands cycles, toujours des grands cycles qui durent 10, 15, 20 ans, pendant lesquels, globalement, pendant ces années-là, l'innovation, elle est concentrée un peu sur le même sujet. Si tu prends les années 80, il y a eu une grosse décennie d'investissement quasi exclusivement dans les semi-conducteurs. Et les VC ont fait du semi-conducteur. On y revient. Et on y revient peut-être. Et ils ont eu raison, globalement, c'est ce qui a donné toute l'électronique d'aujourd'hui. Là, on sort de une petite vingtaine d'années, 2000-2020, de transition numérique. Et donc la transition numérique, c'était du SaaS, parce que tout passe en logiciel à distance, des marketplaces, parce que c'est la réintermédiation, et puis le e-commerce au sens large, donc les DNVB, etc. Et quand tu me parlais de Planity, enfin, tout ça, c'est dans ce grand volume. Et ça a été une vraie révolution. Enfin, aujourd'hui, toutes ces boîtes, les Doctolib et autres, sont des boîtes qu'on utilise toujours, Airbnb, Uber, enfin bref. Et donc, on a eu 20 ans comme ça. Aujourd'hui, notre conviction, ça fait déjà 4-5 ans qu'on est en fin de cycle sur ces sujets-là. Et on le sent. Et on le sent. Et c'est pas étranger quand on était en désaccord sur la stratégie chez Isaïe, tu vois. On était un peu là-dessus. On sentait que, on peut plus faire des marketplaces, quoi. Enfin, on peut essayer, mais c'est compliqué. Et par contre, l'innovation, elle s'arrête jamais, parce qu'il y a toujours des entrepreneurs qui créent des trucs. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'innovation, les sujets de demain, ils vont être plutôt sur la transition écologique, transition environnementale, transition climatique au sens large. Et à mon avis, ça, c'est pour les 10 ou 20 prochaines années. Donc, de façon rationnelle, c'est assez logique aujourd'hui de se positionner en début de cycle d'innovation sur ces sujets-là. Et tu as des signaux faibles où, dès 2019, 2020, 2021, tu vois les meilleurs entrepreneurs des 10 dernières années monter des business, non plus dans effectivement le digital, la tech, mais dans ces sujets-là. Bah oui. Moi, en fait, c'est comme ça que je l'ai vu monter. Un Jérémy Charrois, une Rachel Delacour qui monte Sweep, etc. Et tu sens cette vague-là. Et en fait, donc, Wind, c'est le kite, c'est la glisse, c'est le surf, etc. Et en fait, tu dis, il faut que je surfe sur la bonne vague. Bah oui. C'est comme ça, vous, que vous décidez de se positionner à 100% sur ce sujet impact. Je vais te dire, c'est même mon analyse, c'est même que c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'en 2019,
En 2019, je pense qu'il y avait une forme de conviction un peu non dite, peut-être tout le monde ne l'avait pas conscientisé, etc., mais qu'en effet, on était un peu en fin de cycle. Et je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait eu une gentille fin de cycle, et puis progressivement, les gens auraient réinvesti sur des nouveaux types de business. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est qu'à la place d'une fin de cycle simple, il y a le Covid qui est arrivé. Le Covid, il a fait faire x3 à toutes les boîtes digitales en 6 mois, globalement. Je dis un peu n'importe quoi comme chiffre, mais ça donne l'image. Et là, le monde du VC, et d'ailleurs pas tout à fait du VC, le monde plutôt des hedge funds, parce que c'est pour pas les citer, les Coatue et Haute Tiger qui ont un peu mis énormément de fric dans le système, se sont dit oh là là, mais en fait on n'est pas du tout en fin de cycle, on est en début du cycle de transition numérique et toutes les boîtes se sont valorisées à des valorisations complètement dingues. Sauf qu'en fait c'était un peu artificiel les croissances à cause du Covid. Résultat, 6 mois après, les boîtes se sont retrouvées avec des business un peu plus flat. Et là, toutes les valorisations ont dégringolé. Voilà. Et donc, si tu veux, pour moi, tout cet aspect, ça a été justement une fin de cycle qui a été bousculée par le Covid, qui a donné l'idée qu'en fait, c'était pas une fin de cycle, on est rentré dans un peu du n'importe quoi. Et donc, pendant une année ou deux, ça a été très compliqué. Mais pour moi, la fin de cycle, elle date de 2019. Ouais. Très clair. Et vu que c'est un nouveau métier, que tu apprends, non pas investisseur, mais des nouveaux dossiers que tu regardes peut-être dans des industries différentes. Comment vous faites aujourd'hui chez Wind pour bien analyser, bien décortiquer ces boîtes deep tech et impact et ça se prend comment une décision d'investissement aujourd'hui chez vous ? Alors, comment tu décortiques ? Tu fais ton job, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas expert de tout, tu es même expert de rien d'ailleurs. Mais... C'est une critique qu'on fait de temps en temps au fond en disant eux, c'est des généralistes, ils n'ont pas d'experts, etc. Alors que je crois que si tu regardes les données statistiques sur les 20-30 dernières années, des fonds verticaux avec des gens très pointus techniques n'ont pas fait les meilleurs TRI. En fait, plus tu es spécialisé, moins tu es innovant, un peu par définition. Parce que plus tu vas appeler des gens, moins tu vas être disruptif. Tu peux être... Ce qui compte, c'est d'être curieux, d'aller au fond des choses, de poser les questions. Après, tu t'entoures de plein d'experts. Quand on est sur un sujet, on va appeler des gens dans des grosses boîtes qui connaissent le sujet. On a aussi quand même 120 LP, donc par définition, on en a quand même pas mal dans pas mal de secteurs. Eux connaissent 500 personnes donc, tu peux appeler. On va appeler du monde, on va essayer de comprendre. On va faire un job finalement d'essayer de comprendre quelque chose où par définition on n'est pas les meilleurs du secteur, mais c'est dur d'être les meilleurs du secteur parce que souvent c'est les entrepreneurs qui innovent qui sont vraiment les meilleurs dans leur domaine. Donc de toute façon, c'est dur de trouver des gens meilleurs. Donc sur le côté expertise, voilà, on s'entoure, on pose des questions. Et d'ailleurs, en général, plus tu appelles des experts, plus ils vont te dire de ne pas investir dans un deal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais souvent, ils vont te dire « Ah, ça a déjà été tenté 20 fois. » Ce qui compte, c'est ta conviction, toi, et par contre, tu forges. Ce qui compte, c'est ta conviction. Il faut écouter quand même ce qu'on te dit. C'est suivant la question, c'est pas ce qu'ils disent, il faut investir ou pas. C'est la raison qu'ils te donnent de le faire ou pas le faire. Et ensuite, suivant la raison qu'ils te donnent, tu peux toi prendre ta décision. Et ensuite, c'est une conviction sur la base de l'équipe. Il y a aussi l'entrepreneur, sa conviction, ce qu'il a fait jusqu'à présent à un moment. Donc, tu backes quand même une équipe à un moment. Tu backes des entrepreneurs. Donc, le point clé, ultra clé, c'est celui-là. Celui des entrepreneurs que tu backes. Et est-ce que ça, tu as envie de les accompagner, ils ont envie de bosser avec toi et de se faire un chemin ensemble. Ça, c'est le premier élément. Derrière, en effet, il y a un peu l'expertise technique, regarder ce qu'on va faire. Et puis, il y a la taille du marché potentiel. À partir du moment où on investit quand même des montants significatifs, alors c'est pas des centaines de millions qu'on met nous, mais enfin, c'est quand même des montants significatifs. On va vouloir que la boîte devienne assez grosse. Pour ça, il n'y a pas de mystère, il va falloir quand même que le marché soit assez gros aussi. Donc on va forcément s'attaquer quand même à des sujets qui sont un peu importants. Et d'ailleurs, je fais une petite transition au passage là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce nouveau cycle d'innovation, plus impact entre guillemets, on est sur la mobilité, sur les déchets, sur le recyclage, etc. On est sur des business qui sont en fait beaucoup plus gros que ceux de la transition d'avant. La transition numérique, d'ailleurs, on disait, si ton software, il ne devient pas leader aux États-Unis, globalement, il ne vaudra jamais cher. Parce qu'on était sur un marché en fait petit. Quand tu fais un SaaS RH, c'est quand même un petit marché. Là, quand tu t'adresses à des sujets de mobilité, énergie et autres, tu as 2 zéros de plus sur la taille du marché. Très clair. Si on essaye de conclure, il y a quelques mois, tu m'as dit, à l'âge que j'ai, je pense que Wind, ça va être vraiment un de mes
dernier gros projet, parce que en fait, ça nous amène à 2032-33. Si tu relèves un fonds numéro 2 sur Wind dans 2-3 ans, ça va t'amener à 2035-36. Moi, ce qui m'intéresse toujours, la question que je pose aux entrepreneurs, c'est un peu ce why. Donc, on l'a abordé un peu tout à l'heure quand tu disais je fais pas ça que pour l'argent et le but, c'est ce que je construis ma liberté. C'est quoi ta vision de l'évolution de la société de gestion ? On a parlé brièvement avec Isaïe sur le côté transition, gouvernance, montée de nouveaux partenaires dans la société de gestion. Comment demain tu fais pour qu'un win, ça représente 300, 500 millions ? C'est une expansion US, Asie, c'est d'autres fonds thématiques. C'est quoi votre vision avec Xavier ? Parce que tu montes pas une société de gestion pour faire un seul fonds. Ouais, une société de gestion, d'ailleurs, je pense que pour qu'elle vive bien, il faut qu'elle ait plusieurs tracks. Alors, ce qu'on appelle track, c'est qu'en général, sur un même track, tu as des fonds avec des vintages différents. Donc là, on monte un fonds 2. Dans 3, 4 ans, 5 ans, quand on aura atteint notre période d'investissement, on essaiera de faire un fonds suivant, mais qui sera sur le même. Stratégie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un track. Et puis de l'autre côté, pour qu'une société de gestion vive bien, en effet, c'est bien d'avoir 2, peut-être 3 tracks, parce que du coup, c'est pas au même moment que les périodes d'investissement s'arrêtent, etc. Oui, tu mutualises. Nous, dans les télécoms, on disait toujours, dans les réseaux, la valeur, c'est l'abonné. Finalement, il y a des gens qui, s'ils te suivent sur un fonds impact, vont te suivre sur un fonds LBO et vont te suivre les LP et ta capacité à bien investir. Mais c'est les deux fondements du métier d'investisseur. Donc oui, l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs tracks. Okay. Ça, je pense que c'est important. Et derrière, une société de gestion, c'est un peu comme un cabinet de conseil. C'est-à-dire, on est dans des métiers qui ne sont pas des métiers industriels, on est dans des métiers d'hommes. Donc les actionnaires sont nécessairement, à un moment ou à un autre, les gens qui travaillent dedans. Et donc, à partir du moment où on a plusieurs tracks, plusieurs fonds, on sera plus de partenaires. Aujourd'hui, on commence qu'à 2 avec Xavier, mais vraisemblablement, on sera plus de partenaires à terme. Et donc, chacun de ces partenaires sera actionnaire de la société de gestion. Et après, à un moment ou à un autre, Xavier et moi, on est minoritaires, voire inexistants. Enfin, Ouais, le succès d'un entrepreneur, souvent, c'est aussi ça, c'est d'être capable que son business grandisse et de s'effacer petit à petit. Ouais. Et je pense que c'est un axe de progression de certains fonds français d'arriver à faire comprendre au management que quelqu'un qui fait le 0 to 1, ben, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire le 1 à 5 ou le 5 à 10. Ouais. Très clair. Il y a quelque chose de plus, un dernier mot que tu veux avoir pour conclure un peu ce podcast. On se disait que tu étais rompu à l'exercice des tables rondes, mais que c'était ton premier vrai podcast. Et je te remercie de m'avoir offert ce moment ensemble. Et je pense que ça sera un très bel épisode. On verra un peu les commentaires qu'on aura. Qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui, qui vont rechercher des fonds, qui vont vouloir te contacter? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah écoute, oui, déjà merci, parce qu'en effet, c'est mon premier vrai podcast et je te remercie Arnaud, c'est vraiment un moment sympa ensemble d'échanger. Ce que je dirais à des entrepreneurs, c'est, tu sais, moi je trouve qu'on on entend, quand tu écoutes les news, tout est toujours négatif, on vit dans des périodes qui sont difficiles, hein. Enfin je veux dire, et puis alors, surtout en ce moment, tu vois, c'est d'autant plus difficile, beaucoup de choses c'est compliqué, les pays occidentaux vont pas très bien globalement, et à côté de la politique, il reste quand même l'entrepreneuriat, où globalement, on voit quand même tout un tas de gens qui veulent grandir, avancer, casser la baraque, monter des choses. Et donc, c'est vrai que quand tu es au milieu de tout ça, parce que finalement, nous, on finance, mais enfin, tout ça, c'est un écosystème. Il y a des entrepreneurs, des financeurs, des consultants. Bon, et on est dans un écosystème qui est quand même hyper dynamique, hyper optimiste. Et ça fait super du bien, quoi. Et donc, rejoignez cet écosystème. Battez-vous, montez des boîtes. Faut pas avoir peur de l'échec. Faut pas avoir peur de l'échec. Ça fait partie du processus. Ouais, ça fait partie du processus. De toute façon, tu passes ta vie à avoir des échecs. Alors après, il y a des micro-échecs et puis il y a des gros échecs. Mais tu passes ta vie, tu passes ton temps à avoir des échecs. Nous, pour avoir 120 LP, je crois que j'ai pris 700 cafés au cours de la dernière année.
ça veut dire quand même 580 échecs de fait, même si c'est pas vraiment des échecs, tu vois, chacun vit sa vie. Donc tu vis de toute façon des échecs tout le temps. Chaque échec, c'est ça qui te fait grandir de plus. Parfois il y a un échec qui est celui de trop et qui fait que tu arrêtes l'entrepreneuriat et tout, et c'est dommage, mais ça fait partie de la vie, tu y reviendras peut-être quelques années plus tard, tu auras appris quelque chose de toute façon. Donc faut avancer, faut être optimiste et faut y aller, parce que je trouve que dans le monde qui nous entoure, qui est quand même pas simple, il y a un truc qui reste positif et tout, c'est l'entrepreneuriat, et essayer de s'accomplir par soi-même, quoi. Écoute, je pense que c'est pour ça que Mathieu, il fait du bien avec ses contenus. Tu disais que tu avais beaucoup écouté ça quand tu préparais tes Ironman. Ouais. C'est une voie positive qui incite à l'entrepreneuriat. Moi, c'est pour ça que je me suis associé avec lui. Et quand il m'a proposé de mettre à disposition ce studio qui est magnifique, et l'autre chez Orso pour que nous aussi on crée ces contenus-là, moi, mon choix, il s'est fait en se disant je peux consacrer 1 heure de prépa par semaine et 1 heure et quart d'enregistrement pour inciter d'autres personnes à entreprendre et montrer que oui, c'est dur de monter des boîtes, oui, c'est dur de monter un fonds, mais quand tu as envie, quand tu as cette énergie dont tu parles, tu peux y arriver. C'est juste une question de quantité de travail. Et voilà, donc écoute, merci d'être venu partager ce parcours. Moi, je trouve que tu as un parcours qui est hyper atypique, qui est trop rare dans l'industrie du venture français. C'est pour ça que j'étais là à votre soirée hier. Je pense que en 2030, si on se projette un peu, on aura gagné s'il y a plus de fonds d'entrepreneurs comme Wind, comme OVNI, parce que je pense qu'on apporte autre chose. On apporte un savoir-faire, ce que tu as fait en Asie, ce que tu as fait aux US, et la nouvelle génération d'entrepreneurs, elle attend ça. Elle attend des fonds, que ça soit pas juste de l'argent, et que ça soit aussi de l'accompagnement, un réseau qu'on ouvre. Et voilà, écoute, on n'a jamais co-investi ensemble, et j'espère que cet épisode nous permettra d'avancer ensemble en confiance, et j'espère dans les prochains mois, prochaines années, peut-être faire un deal en commun et se retrouver dans des boards, parce que tout comme toi, j'ai passé un très bon moment. Merci 1000 fois Thierry. Les gens peuvent te contacter où? Sur LinkedIn? Tu réponds par mail? C'est quoi? LinkedIn ou par mail, tu vois, c'est thierry@wind.capital, c'est pas un secret. Je promets pas de répondre à tout le monde, malheureusement. Ouais, on a un métier où c'est difficile. Mais j'essaye de lire le maximum. Voilà. Cool. Merci 1000 fois. Merci à ceux qui nous écoutent, qui partagent, qui like, qui s'abonnent. Et à Mathieu et Cosa Vostra de nous avoir mis à disposition le grand studio aujourd'hui. À bientôt. Merci. Salut tout le monde. Ouais. Merci Arnaud. À bientôt.